Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gauthier Riberol et c'est moi qui vais réaliser la première partie de cette présentation sur les animaux aquatiques et l'altruisme efficace. Alors pour me présenter rapidement, je suis éthologue de formation. Je me suis spécialisé en éthologie appliquée aux conditions d'élevage des animaux et plus particulièrement aux conditions d'élevage en pisciculture. Je travaille en tant que chargé d'études en bien-être animal à l'association Wellfarm sur la pisciculture et je suis membre du comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, la LFDA, où je fais du bénévolat sur les thématiques pêche et aquaculture. Par contre, je précise explicitement que je fais cette conférence à titre individuel en tant que sympathisant altruisme efficace. Donc, ce que je dis ce soir, ça n'engage que moi et je ne m'exprime pas aujourd'hui au nom de Wellfarm ou de la LFDA. Tout d'abord, s'il y a des personnes qui tombent sur cette conférence sans savoir ce que c'est que l'altruisme efficace, même si je pense que la plupart des gens qui regardent connaissent le mouvement, très rapidement, l'altruisme efficace, c'est à la fois un mouvement social et une philosophie qui se pose la question comment avoir le plus grand impact positif possible sur le monde et qui est proche de la morale utilitariste en philosophie et qui propose d'adopter une démarche analytique dans les projets d'altruisme. En particulier, voilà, l'idée c'est d'utiliser l'esprit critique, la rationalité, la méthodologie scientifique, des choses comme les analyses coût-efficacité et des cadres de prise de décision en termes de priorisation pour atteindre plus d'efficacité dans les projets d'altruisme. Si vous connaissez pas du tout, je vous encourage à regarder les vidéos d'introduction proposées sur la chaîne YouTube de Altruisme Efficace France, ou dans le cadre spécifiquement de l'animalisme. Axel Playus-Bror a fait une conférence aux Estivales de la question animale que vous pouvez trouver sur YouTube, où elle fait une introduction de la perspective altruisme efficace sur la cause animale que je recommande. Alors, pourquoi l'altruisme efficace s'intéresse aux animaux aquatiques? En fait, ces dernières années, il y a plusieurs organisations de l'écosystème altruisme efficace, comme Animal Charity Evaluators, Charity Entrepreneurship et l'Open Philanthropy Project, qui ont commencé à dire que la cause des animaux aquatiques serait particulièrement importante. Pour exemple, Animal Charity Evaluators, c'est un organisme qui essaye de comparer les différentes organisations dans le milieu animaliste pour essayer d'identifier les plus prometteuses et les plus efficaces selon les principes de l'altruisme efficace, pour essayer de recommander aux gens de donner en priorité à ces organisations-là. Et c'est également une organisation qui fait de la recherche un peu plus méta sur les questions de stratégie et d'efficacité dans le mouvement animaliste. Et ces trois organisations-là, du coup, ont proposé que la cause des animaux aquatiques serait une cause prioritaire, selon un cadre de pensée qui est proposé par l'altruisme efficace pour penser les questions de priorisation des causes, qui est le cadre dit ITN, qui est le cadre, enfin, c'est un cadre qui s'appuie un peu sur trois critères pour évaluer le degré de priorité des causes. Ces critères, ce sont l'importance, la neglectedness, du coup, qu'on peut traduire par le caractère négligé, et la tractability, du coup, qu'on peut traduire un peu par le potentiel d'amélioration. Je vais revenir sur chacun de ces critères. Tout d'abord, en termes d'importance, enfin, ce qu'on veut dire par importance, ça renvoie en fait à l'idée que une cause est d'autant plus prioritaire qu'elle concerne un grand nombre d'individus et que ces individus enfin, et que le problème auquel font face ces individus est d'une grande gravité. Et dans le cadre des animaux aquatiques utilisés par les humains, ça remplit complètement cette condition. Et parce on est vraiment sur des ordres de grandeur assez impressionnants. Pour l'aquaculture, les chiffres sont les suivants. Pour ce qui est de la pisciculture, donc les élevages de poissons, au niveau mondial, c'est entre 51 milliards et 167 milliards d'individus qui sont abattus en 2017 dans le cadre des élevages piscicoles. Et concernant la carcinoculture, du coup les élevages de crustacés, au niveau mondial, ce serait entre 253 milliards et 605 milliards d'individus qui auraient été abattus en 2017. Et concernant la pêche commerciale, on est encore un ordre de grandeur au-dessus, puisque concernant les poissons, ce serait entre 790 milliards et 2600 milliards d'individus qui auraient été pêchés chaque année en moyenne entre 2007 et 2016.
Et concernant les crustacés, ce serait entre 317 milliards et 484 milliards d'individus qui auraient été pêchés chaque année en moyenne entre 2007 et 2016. Et la photo que vous voyez, c'est en fait un poisson qu'on appelle l'anchois du Pérou, qui, je pense, est très symptomatique de notre rapport aux animaux, parce que personne connaît cet animal, y compris dans le milieu animaliste, alors que, en fait, l'anchois du Pérou, c'est a priori l'animal vertébré dont on tue le plus grand nombre d'individus chaque année, puisque chaque année, on en tuerait entre 193 milliards et 553 milliards. Et pour mettre ces chiffres en perspective, il faut savoir que le nombre d'animaux vertébrés terrestres d'élevage qu'on abat pour la consommation chaque année, ça tourne entre 70 et 90 milliards d'individus par an. Du coup, on voit que la grande majorité en fait des animaux d'élevage abattus pour la consommation dans le monde, ce sont des animaux aquatiques, des poissons et des crustacés, et non pas des animaux terrestres. C'est vraiment la grande majorité. Et si on parle de pêche, en fait, la grande majorité des animaux vertébrés et des crustacés qu'on abat pour la consommation dans le monde, en nombre d'individus de très 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 loin, c'est beaucoup plus que 90%, c'est les animaux qu'on tue dans le cadre de la pêche commerciale. Ensuite, concernant le second critère qui est la neglectedness, c'est-à-dire le caractère négligé, là, l'idée, c'est de dire que les causes qui sont particulièrement négligées sont prioritaires par rapport aux causes auxquelles il y a déjà beaucoup de gens qui consacrent des ressources pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Parce que une cause négligée, en général, une unité de ressources qu'on va lui attribuer pour résoudre le problème aura un impact plus important que une même unité de ressources allouée à une cause à laquelle il y a déjà beaucoup de monde qui s'attelle. Et il force est de contester que la majorité des ressources du mouvement animaliste sont tournées vers les animaux terrestres, alors même qu'ils sont très minoritaires dans les animaux utilisés par les humains. Et il y a plusieurs indicateurs de ce caractère négligé. Par exemple, il y a un retard considérable des connaissances scientifiques sur le bien-être des animaux aquatiques par rapport aux animaux terrestres. Par exemple, sur 408 espèces d'animaux élevés en aquaculture, enfin d'animaux sentients élevés en aquaculture, on estime que pour 324 de ces espèces, lesquelles représentent plus de 60% des individus, en fait, il n'y a zéro publication scientifique sur leur bien-être en captivité. Pour 59 espèces, il y aurait seulement entre 1 et 5 publications scientifiques sur leur bien-être, et pour seulement 25 espèces, il y aurait plus de 5 publications scientifiques sur leur bien-être. Et ces chiffres, c'est à mettre en perspective avec, par exemple, les nombres d'études qu'on fait sur les animaux terrestres. C'est-à-dire que si on fait la somme de toutes les publications scientifiques sur le bien-être des poissons, on est à peu près autour de 4800 publications, toutes espèces confondues. Ça peut paraître beaucoup, mais si on rapporte par espèce, en fait, c'est vraiment pas tant que ça. Parce que, par exemple, les saumons, qui sont l'espèce la plus étudiée, on est à peu près à 350 publications scientifiques, alors que pour les bovins, qui sont beaucoup, beaucoup moins nombreux, on est à plus de 4600 publications scientifiques pour une seule espèce. Pour autant, si on est un petit peu optimiste, il faut quand même voir il y a l'intérêt scientifique est en forte croissance, parce que par exemple le chiffre de 4800, je l'avais calculé il y a à peu près 2 ans, et à l'époque c'était pas 4800, c'était moins de 2000, on était à peine à 1600. Du coup, il y a quand même en 2 ans, on a plus que doublé le nombre de publications. Du coup, je suis quand même optimiste sur le fait que il y a un intérêt scientifique croissant rapide sur cette question-là. Un autre indicateur du fait que c'est négligé, cette question-là, c'est le fait qu'il y a très peu d'enquêtes vidéo clandestines par les organisations animalistes sur les animaux aquatiques par rapport aux animaux terrestres. Il y a une estimation qui a été faite il y a 2 ans, alors ça a probablement augmenté depuis, mais à l'époque, les chiffres, c'était qu'on estimait à seulement une vingtaine le nombre de vidéos d'enquêtes clandestines faites par des organisations animalistes pour montrer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux aquatiques, alors qu'à titre de comparaison, uniquement en France, uniquement l'association Red Pill, en seulement 2-3 ans, ils ont fait plus de 40 enquêtes clandestines pour montrer les conditions d'élevage des animaux terrestres. On voit que c'est pas dans un seul pays, une seule organisation, 40 enquêtes, versus toutes les organisations de tous les pays
Sur plusieurs années, on voit que c'est seulement 20 enquêtes. Un autre indicateur, c'est la question de la réglementation. Il y a une absence quasi totale en fait de réglementation pour protéger les intérêts des animaux aquatiques exploités par les humains, que ce soit dans la pêche ou dans l'élevage, alors que dans le cadre des élevages des animaux terrestres, en particulier dans le cadre de l'Union européenne, il y a déjà une réglementation qui est alors certes très insuffisante, mais qui est quand même qui est quand même là, qui pose un certain nombre de standards. Et on n'a pas du tout ça pour les animaux aquatiques à l'heure actuelle. Enfin, bon, c'est très marginal ce qui existe. Et un autre indicateur encore du caractère négligé, c'est en termes de représentation mentale. Par exemple, si on tape sur Google Images Factory Farming, du coup, élevage industriel, j'avais fait ça il y a 2 ans, il y a seulement à peu près 1% des résultats sur plus de... Alors, je fait à peu près sur 800 images, qui montrent des fermes aquacoles, alors que même que l'élevage industriel, en fait, c'est en très grande majorité des individus qui sont élevés dans le cadre de l'aquaculture et non pas dans le cadre de l'élevage des animaux terrestres. Enfin, le dernier critère, c'est de priorisation, c'est la tractability. C'est l'idée que les causes pour lesquelles on peut, qui ont un potentiel d'amélioration important, sont prioritaires par rapport aux causes insolubles. Et là, je vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais en fait, de manière générale, il y a beaucoup d'améliorations possibles dans le traitement des animaux aquatiques. De manière générale, ce que le mouvement animaliste fait pour les animaux terrestres, il pourrait le faire beaucoup plus également aussi pour les animaux aquatiques exploités, pour obtenir tout un certain nombre de victoires. Par contre, je pense qu'un obstacle réel qui explique en partie le caractère négligé de la cause et qui diminue un petit peu le potentiel d'amélioration, c'est le fait que spontanément on a une empathie très faible pour les poissons et les crustacés. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment c'est qu'en fait ils sont tellement différents de nous, ils utilisent des signaux de communication qui sont pas les mêmes que nous, qui fait que on a beaucoup de mal à les comprendre et à avoir une empathie de manière intuitive si on n'est pas expert un peu de leur biologie, quoi. C'est difficile de se mettre à leur place. Par exemple, les poissons, les crustacés sont souvent soit muets ou alors les vocalisations qu'ils produisent sont inaudibles pour les humains. Et moi, je suis persuadé que, par exemple, l'histoire de la pisciculture et de la pêche aurait été différente si les poissons avaient crié, avaient vocalisé leur douleur, par exemple. Je pense que clairement, les choses auraient été différentes. Il y a plusieurs domaines d'utilisation des animaux aquatiques par les humains. Les deux principaux, les plus mis en avant par l'altruisme efficace, c'est la pêche commerciale et l'aquaculture destinée à la consommation. Mais il y en a également trois autres qui sont pas négligeables, bien que les ordres de grandeur en nombre d'individus soient bien moindres. C'est la pêche de loisirs, l'aquariophilie et l'expérimentation animale. Je vais un peu revenir sur sur chacun de ces domaines d'utilisation. Tout d'abord, la pêche commerciale. En fait, il faut bien se rendre compte que dans le cadre de la pêche commerciale, en fait, les individus qu'on pêche sont soumis à toute une multitude de sources de souffrance. Ils vont se blesser en interagissant avec les filets et avec les hameçons. Ils vont s'épuiser en se débattant dans les filets pendant des heures, voire des jours, avant qu'on remonte les filets. Ils risquent de se faire prédater davantage lorsqu'ils sont justement en attendant d'être remontés sur les bateaux. La remontée, ça peut occasionner un choc de pression, ce qu'on appelle un barotraumatisme, un choc dû à la différence de pression, un peu comme les plongeurs qui remontent, qui font pas les paliers de décompression, qui peut par exemple, causer des dommages aux organes internes et par exemple faire recracher leur vessie par la bouche au poisson ou faire exploser des organes. C'est des choses très douloureuses. Ça peut également faire des chocs thermiques en passant des eaux profondes froides aux eaux de surface plus chaudes. Les poissons vont ensuite être écrasés les uns sur les autres au moment d'être remontés dans les filets. Ils vont être manipulés violemment et abattus sans étourdissement, souvent éviscérés sans étourdissement, ou alors en s'asphyxiant à l'air libre pendant de très longues minutes, voire pendant plusieurs heures selon les espèces. Et pourtant, en fait, il y a plusieurs pistes possibles de réduction de ces souffrances-là. Alors la première, c'est de réduire le nombre d'individus victimes de la pêche, tout simplement.
Et le deuxième, c'est de réduire les souffrances des poissons en modifiant les procédures, les pratiques dans le cadre de la pêche commerciale. Il y a plusieurs rapports qui ont été faits sur ce sujet. Un notamment par l'organisation Fish Count, c'est le plus ancien. Ensuite, un autre, il y a pas très longtemps, par Eurogroup for Animals. Et de manière plus récente, un dernier rapport par l'Aquatic Life Institute. Et ces rapports, ils mettent en avant, par exemple, différentes pistes de solutions. Alors, je vais pas toutes les dire, mais par exemple, on pourrait utiliser des pompes à poissons, c'est-à-dire des sortes de grands tuyaux qu'on utilise en aquaculture qui aspirent les poissons avec de l'eau pour remonter les poissons depuis les filets jusque sur les bateaux, plutôt que de les remonter avec les filets pour éviter de les écraser les uns sur les autres et de les exposer à l'air libre. Une fois qu'on les a remontés, on peut par exemple conserver les poissons dans des cuves d'eau oxygénée avant l'abattage plutôt que de les laisser asphyxier à l'air libre. Et plutôt que bah, voilà, de les abattre juste par asphyxie ou en les éviscérant sans étourdissement, on pourrait mettre en place certaines méthodes d'étourdissement sur les bateaux de pêche, en particulier des méthodes d'étourdissement électrique. Et un autre point, c'est qu'on pourrait aussi également essayer de réduire la durée générale du processus de pêche, pour limiter en particulier la durée pendant laquelle les poissons s'épuisent dans les filets avant d'être remontés, qui peut durer plusieurs heures à plusieurs jours selon les méthodes. Concernant l'aquaculture, la première chose à savoir, c'est que l'aquaculture, c'est souvent désigné comme étant le secteur alimentaire mondial qui a la plus forte croissance dans le monde, de tous les secteurs agricoles et de production alimentaire. Et ce que vous voyez ici, c'est un graphique de la FAO. En fait, c'est l'évolution de la production mondiale d'animaux aquatiques, enfin depuis 1950. En orange, vous avez les volumes de capture par la pêche. En rouge également, c'est la pêche continentale. Et en bleu, vous avez les volumes de production de l'aquaculture. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les années 50, l'aquaculture, c'était vraiment négligeable. Et que à partir des années, on va dire 80, 90 et encore plus au début des années 2000, l'aquaculture a vraiment explosé et jusqu'à atteindre par exemple en 2014 un point de basculement où depuis 2014 plus de la moitié du poisson consommé par les humains, alors en tonnage, pas forcément en nombre d'individus, provient de la pisciculture. Et en parallèle, on voit que par contre, la pêche, les volumes de production de la pêche, eux, ils stagnent depuis les années 80-90, tout simplement parce qu'on a atteint les limites physiques de l'océan, en fait. Et que malgré le fait qu'on a un effort de pêche beaucoup plus important, on pêche pas plus parce qu'on a atteint des limites. La raison du développement de l'aquaculture, c'est une demande croissante qui, en fait, est arrivée pour répondre à la stagnation de la pêche et aux questions de surpêche, enfin initialement. Et en fait, beaucoup plus que se substituer à la pêche, ce qui était un peu l'idée initiale de l'aquaculture, ce qui s'est passé, c'est que l'aquaculture, elle s'est additionnée à la pêche. Elle s'est absolument pas substituée à la pêche. Et justement sur la question pas sur les questions animales, mais plus sur les questions de durabilité, est-ce que l'aquaculture, c'est une solution à la surpêche? Je dirais que ça dépend, à la fois du type de production, des pratiques de pêche, des mécanismes économiques de marché et de la volonté politique. Et de manière générale, je dirais que ça peut empirer comme ça peut améliorer les choses, juste sur les questions de durabilité de surpêche. En résumé, c'est compliqué, mais un point qui, par contre, je pense que l'aquaculture qu'on fait en Europe, elle aggrave le problème plutôt qu'elle le résout, parce qu'on élève principalement des animaux, enfin des poissons carnivores qu'on nourrit avec des poissons sauvages. Je vais y revenir. Où est-ce qu'on produit dans le monde pour l'aquaculture? En grande majorité en Asie. À plus de 58%, la production mondiale se fait en Chine en tonnage. Et ensuite, c'est le reste de l'Asie. Il y a notamment l'Inde qui est un producteur important. Et après, il y a environ 4% en Europe, 3% en Afrique et 4% en Amérique. C'est à peu près ça la répartition. Et il y a des véritables questions de mal-être animal en pisciculture. Euh, En particulier, une des questions principales, c'est la question de la surdensité. Les poissons sont gardés à des densités très très importantes,
ce qui occasionne tout un tas de problèmes de mal-être. Et là, une des pistes d'amélioration, c'est tout simplement la réduction des densités. Il y a plein de problèmes de qualité de l'eau qui sont dus d'ailleurs en partie aux densités. Et une piste d'amélioration, c'est tout un tas de méthodes de maîtrise de la qualité de l'eau. Un autre problème, c'est que l'environnement d'élevage, c'est un environnement très pauvre, qui est pas du tout stimulant. Et on peut améliorer ce problème-là par ce qu'on appelle l'enrichissement. L'idée, c'est de mettre tout un tas de choses dans les élevages pour que l'environnement soit plus stimulant pour les poissons qui puissent davantage exprimer leur comportement. Les poissons sont soumis à tout un tas de manipulations stressantes et ou douloureuses. Et il y a tout un enjeu autour de ce qu'on appelle le raffinement des manipulations, c'est-à-dire changer la manière dont on fait ces manipulations-là pour qu'elles produisent moins de stress et de souffrance. Il y a toute une question aussi également autour des problèmes de santé et en particulier autour des parasites. En particulier dans les élevages de saumon, les poissons se font attaquer par des poux de mer qui leur rongent la peau, ce qui occasionne beaucoup de souffrance. Et là, une des pistes, c'est la mise en œuvre de tout un tas de méthodes de prévention. Alors, à la décharge de l'industrie, c'est un problème que technologiquement, actuellement, on ne sait pas régler. Euh, enfin, on n'a pas la solution pour faire des élevages de saumon sans vraiment aucun pouls de mer, mais il y a quand même des méthodes pour limiter le problème. Et il y a une dernière question qui est les pratiques d'abattage, qui bien souvent dans le cadre de la pisciculture, c'est souvent de l'abattage soit sans étourdissement, soit avec des méthodes d'étourdissement obsolètes, comme par exemple l'immersion dans un coulis d'eau et de glace, qui est une méthode qui entraîne plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes de souffrance avant la perte de conscience selon les espèces. Et c'est une méthode qui est extrêmement pratiquée et c'est la norme même pour certaines espèces, y compris en France. Il y a un autre enjeu autour de l'alimentation des poissons carnivores. En particulier, il y a la question de ce qu'on appelle la pêche minotière, c'est-à-dire tous les poissons sauvages qu'on va pêcher pour nourrir les poissons d'élevage carnivores qui ont besoin de manger du poisson. Et en fait, cette pêche minotière, au niveau mondial, ça tue entre 460 milliards et 1100 milliards, voire même il y a des estimations qui vont jusqu'à 1200 milliards d'individus par an. Et en plus de ça, ça peut être vu comme un problème de compétition alimentaire avec les humains, dans le sens où 90% des poissons qu'on pêche pour nourrir les poissons d'élevage, en fait, sont directement consommables par les humains. Du coup, c'est un gaspillage. Et en plus, souvent, ils sont pêchés dans des régions du monde fortement dépendantes de la pêche pour la sécurité alimentaire, où du coup, il y a une question un peu aussi de compétition alimentaire avec des populations humaines qui sont dépendantes de ces ressources. Pour cela, du coup, il y a toute une piste d'amélioration autour de la végétalisation de l'aliment des poissons carnivores. C'est quelque chose que l'industrie fait déjà en grande partie. En fait, l'industrie a déjà énormément réduit la part d'aliments issus de la pêche minotière dans l'alimentation des poissons. Mais on peut continuer d'aller plus loin dans cette démarche-là pour réduire le nombre d'individus tués. Et il y a toute une question aussi autour du choix des espèces, dans le sens où la majorité des poissons qu'on élève en Europe en particulier, enfin dans les pays riches en particulier, c'est des espèces carnivores, alors que il faudrait plutôt aller vers des espèces herbivores ou omnivores à dominante herbivore, ce qui est d'ailleurs un peu plus le cas de ce qui se fait dans la pisciculture dans les pays du Sud et en Asie. Et il y a tout un autre enjeu autour des farines d'insectes. L'idée, c'est qu'en fait, vu que même l'industrie est consciente que la pêche minotière, c'est un véritable problème, une solution, soi-disant, qu'ils ont commencé à mettre en place, c'est le développement d'élevage d'insectes pour faire utiliser des farines d'insectes pour les substituer aux farines et huiles de poisson issues de la pêche minotière dans l'aliment des poissons d'élevage. Et en fait, ça pose des questions d'éthique parce que il y a une incertitude actuellement sur la sentience des insectes et il y a absolument zéro connaissance sur leur possible bien-être ou mal-être et souffrance en élevage. Et il y a fort à parier que
Si on se soucie déjà pas beaucoup du bien-être des animaux vertébrés d'élevage, la société risque de vraiment pas se soucier du tout des souffrances des insectes dans les élevages d'insectes. Et et si on remplaçait, il y a une estimation qui a été faite par Tessa Gonzalez de l'Aquatic Life Institute qui estime que si on remplaçait totalement les huiles et farines de poisson issues de la pêche minotière dans l'alimentation des poissons d'élevage, en fait, on multiplierait par plus de 5000 le nombre d'individus impliqués dans la chaîne de production, ce qui, ça pose des questions éthiques évidentes. Alors, concernant le contexte européen, le premier producteur européen en pisciculture de très très loin, c'est la Norvège. On peut le voir sur le schéma à côté. En fait, à elle toute seule, elle produit plus que à peu près les 10 plus autres gros producteurs réunis. Du coup, c'est vraiment le premier pays de très loin. Et en particulier, en Norvège, on trouve plus de 50% des saumons d'élevage du monde. Et concernant l'Union européenne, avec leur Royaume-Uni inclus, on estime qu'en 2017, c'est entre 562 millions et 1260 millions de poissons d'élevage qui ont été abattus, comparé à environ 12 milliards d'animaux d'élevage vertébrés terrestres abattus en 2017. Du coup, au niveau de l'Union européenne, il y a davantage d'animaux d'élevage terrestre que d'animaux d'élevage aquacoles, enfin si on regarde les poissons. Mais pour autant, ça reste des chiffres importants, surtout si on se rappelle que la majorité de ces poissons élevés en Europe, ce sont des poissons carnivores qui vont manger chacun plus d'une centaine de poissons sauvages. Il y a plusieurs enjeux politiques autour des intérêts des poissons exploités par l'aquaculture en Europe actuellement. Il y a une question autour du FEAMPA. Le FEAMPA, c'est le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Et en fait, c'est les subventions européennes à la pêche et l'aquaculture. C'est l'équivalent aquatique de la PAC. Et du coup, il y a tout un enjeu, pour que ces subventions, du coup, elles ont été votées il y a pas très longtemps, qu'elles soient dirigées le plus possible plutôt dans l'intérêt des animaux aquatiques plutôt que contre eux. Il y a vraiment une question là-dessus. Il y a tout un enjeu autour de la politique commune de la pêche. On arrive à la dernière politique commune de la pêche, du coup, qui est en train d'être réformée pour les prochaines années. Et pareil, il y a tout un tas d'enjeux autour de, bah voilà, comment on va dépenser les sous, quelles pratiques de pêche on veut encourager ou quelles pratiques de pêche on veut freiner. Il y a eu également récemment la Commission européenne qui a publié ses nouvelles lignes directrices pour le développement de l'aquaculture. Et ça, d'ailleurs, on peut voir ça comme une première micro-victoire, micro-victoire, c'est pas si micro que ça d'ailleurs, une première victoire du mouvement animaliste concernant l'aquaculture, parce que pour la première fois dans ces lignes directrices, contrairement à toutes les autres lignes directrices sur l'aquaculture qui avaient été développées avant, on a mentionné des enjeux de bien-être animal et également des enjeux de réduction de la pêche minotière. Alors, c'est pas contraignant ces lignes, c'est plus sont censées inciter les États membres à utiliser les subventions qu'on leur donne pour atteindre les objectifs qu'elles fixent. Mais voilà, ça reste assez historique que la Commission européenne reconnaisse qu'il y a un enjeu autour du bien-être des poissons d'élevage, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Après, c'est très insuffisant, mais faut quand même voir qu'on passe de rien à quelque chose. Et il y a tout un enjeu actuellement aussi autour de la révision de la réglementation de protection des animaux d'élevage en Europe, qui en fait, ça a lieu à peu près généralement tous les 10-15 ans. Et il y a une consultation publique qui a eu lieu il y a pas très longtemps à ce sujet. Et il y a toutes les associations européennes qui sont mobilisées sur cet enjeu-là qui est absolument majeur, qui va affecter plusieurs milliards d'individus sur plusieurs années. Et un autre enjeu, c'est le développement du tout premier élevage au monde de céphalopodes, c'est-à-dire de pieuvres en Espagne, qui est du coup une nouvelle filière d'aquaculture qui est en train de se créer, qui est particulièrement problématique parce que, encore une fois, c'est des animaux carnivores qu'on va nourrir avec des poissons sauvages. Et en plus de ça, les pieuvres, on a des raisons de penser qu'elles sont plus que d'autres animaux particulièrement inadaptés à l'élevage. Je pense qu'Amandine en reparlera après. Maintenant, concernant le contexte français, on est à entre 20 et 66 millions de poissons d'élevage abattus en France en 2017.
entre 2 et 4 millions de crustacés d'élevage abattus en 2017, à comparer à environ 1 milliard d'animaux terrestres vertébrés abattus en 2017. Du coup, l'aquaculture, pareil, en France, ça représente moins d'animaux que les animaux terrestres, mais c'est quand même beaucoup, surtout que spécifiquement dans le cas de la pisciculture, il y a le chiffre d'animaux abattus, il n'est pas très représentatif de la réalité de la production. Parce qu'une particularité de la France, c'est que en fait, on est un des tout premiers exportateurs d'alevins, c'est-à-dire de poissons juvéniles d'Europe. C'est-à-dire qu'on produit 522 millions d'alevins par an, et la majorité de ces alevins-là sont exportés dans d'autres pays, en particulier les pays d'Europe du Sud, pour être élevés. Concernant les espèces, la principale espèce en termes d'animaux abattus en France, ce sont les truites arc-en-ciel de très loin, entre 10 et 47 millions d'individus. Et on est le premier producteur de l'Union européenne en tonnage de truites arc-en-ciel. Ensuite, ce sont les bars et les dorades. Alors, pour le coup, on n'est pas un très gros producteur au niveau européen. Il y a entre 8 et 11 millions d'individus abattus. Par contre, on est un très grand exportateur d'alevins. Sur les 522 millions d'alevins dont je parlais, il y en a 435 millions. Ce sont des bars, des dorades et également une troisième espèce qu'on appelle les maigres et qu'on exporte dans les pays d'Europe du Sud. Et la quatrième espèce d'intérêt, c'est le saumon atlantique. Alors pour l'instant, en fait, on a une très faible production en France. Par contre, on est le premier importateur mondial de saumon en valeur, ce qui fait que on a un marché intéressant économiquement là-dessus, et ça attire des projets. Et en fait, actuellement, il y a plusieurs projets d'élevage en race, c'est-à-dire c'est un nouveau système d'élevage entièrement terrestre avec de l'eau en recyclé qui pose des problèmes spécifiques de mal-être animal parce que on peut pas faire ce type d'élevage à faible densité parce que le système de filtration coûte tellement cher que pour le rentabiliser, on est obligé de faire de l'élevage hyper intensif. Voilà, il y a plusieurs projets d'élevage race de saumon en cours actuellement. Et si ils voient le jour, en fait, la France deviendrait le premier producteur de l'Union européenne de saumon atlantique. Du coup, enfin, depuis que le Royaume-Uni est parti, sinon avant le Brexit c'était l'Écosse, mais et en plus de ça, les projets qu'il y a en France, ils sont désignés par la presse professionnelle comme étant les plus grosses usines de ce type en Europe, si ils voient le jour. Toujours dans le contexte français, la plus grande ferme insectes du monde, elle se trouve en France à Amiens. C'est une entreprise qui s'appelle Insect. On est un pays leader dans ce domaine, c'est pas très connu, mais on a un rôle particulier dans ce domaine. Concernant la pêche française, c'est entre 695 millions et 2300 millions de poissons par an. Du coup, il y a quand même plus de poissons, plus d'individus en France tués dans la pêche que dans les élevages terrestres et aquacoles. Et concernant les enjeux politiques, en France, il y a la question du programme opérationnel français du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. La question, c'est comment on va dépenser les subventions que l'Europe va nous donner pour essayer de suivre les lignes directrices de la Commission. Et enfin, c'est une question actuelle. Et il y a également, suite aux États généraux de l'alimentation, toutes les filières d'élevage doivent présenter un plan de filière pour expliquer comment ils vont faire pour répondre à la demande sociétale. Et la filière piscicole a toujours pas présenté son plan de filière. Du coup, il y a tout un enjeu là-dessus. Et le dernier enjeu, bah, j'en ai déjà parlé, c'est la question du développement du RAS en France qui est assez préoccupant. Concernant la pêche de loisirs, pour donner les ordres de grandeur, au niveau mondial, on estime que ce serait 47,1 milliards de poissons qui seraient attrapés tous les ans dans le cadre de la pêche de loisirs, sachant que c'est une estimation très incertaine parce qu'en fait elle est basée sur la généralisation au monde entier de chiffres canadiens. Du coup, c'est possible que ce soit beaucoup plus ou un peu moins, c'est assez incertain. Dans le cadre de la pêche de loisirs, il y a aussi en fait des élevages de poissons qui sont faits pour faire ce qu'on appelle le repeuplement et le réempoisonnement. C'est-à-dire que de la même manière que pour la chasse, on élève des faisans juste pour les relâcher, juste pour leur tirer dessus, on fait exactement la même chose dans la pêche, avec une nuance qui est que dans le cadre de la pêche, il y a à la fois des élevages qui sont faits
exclusivement dans un but de pêche de loisirs, et il y a également beaucoup d'élevages qui sont faits dans un but de renforcement de populations menacées pour des questions de conservation de la biodiversité, sachant qu'il y a un peu un flou artistique entre les deux parce que parfois il y a des élevages qui font du repeuplement, enfin qui se présentent comme des élevages qui font des relâchés à but de protection de la biodiversité, mais en fait les espèces qu'elles relâchent, on a le droit de les pêcher. Du coup, il y a un flou entre les deux. Et au niveau mondial, Reefing Priorities estime qu'il y aurait entre 35 milliards et 150 milliards de poissons d'élevage élevés pour être relâchés en milieu naturel. Et en France, il y aurait au minimum 4,7 millions de truites, sachant que c'est une estimation très basse de la réalité, qui seraient élevées exclusivement pour être relâchées pour la pêche de loisirs. Il y a une pratique également dans la pêche de loisirs qu'on appelle le no-kill ou le catch and release, c'est-à-dire c'est l'idée de pêcher les poissons, les sortir de l'eau, prendre une photo et les relâcher vivants, du coup, en mode on les pêche juste pour le plaisir de s'amuser avec eux, qui pose des questions d'éthique encore plus évidentes que la consommation. Et un autre enjeu, c'est qu'il y a plein de pratiques de pêche cruelles, de la même manière qu'il y a certaines techniques de chasse qui sont particulièrement cruelles. Il y a également ce genre de problème dans la pêche, en particulier ce qu'on appelle la pêche au vif. Ça, c'est le fait d'utiliser des poissons vivants qu'on empale sur des hameçons en tant qu'appât. Et aux États-Unis, on estime qu'il y aurait entre 1 milliard et 10 milliards de poissons d'élevage qui seraient élevés uniquement pour servir d'appât vivant. Et Paris Animosopolis est très impliqué sur cette question en France. Amandine vous en reparlera après. Malheureusement, on n'a pas de chiffre pour la France. Il y a également le fait que on utilise la gaffe, c'est-à-dire un bâton muni d'un crochet pour manipuler les poissons, souvent dans le cadre de la pêche de loisirs, c'est-à-dire on leur plante un crochet dans la char en plus de l'hameçon. Il y a certains hameçons qui sont plus générateurs de souffrance que d'autres, en particulier les hameçons à ardillon et les hameçons triples. Du coup, enfin voilà, il y a des enjeux aussi potentiellement d'attaquer des pratiques sectorielles précises qui sont particulièrement plus cruelles que d'autres. Concernant l'aquariophilie, on est sur des ordres de grandeur très inférieurs. Ce serait entre 1 et 2 milliards d'individus vendus et transportés par an. Mais en France, les poissons, ce seraient les premiers animaux de compagnie. Ce serait à peu près 32,7 millions d'individus contre 13,5 millions de chats et 7,3 millions de chiens. Et dans ce domaine-là, il y a plusieurs problématiques. Il y a beaucoup de poissons utilisés pour l'aquariophilie qui en fait sont des poissons sauvages capturés en milieu naturel. Et ce qui pose en fait toutes les questions d'éthique qu'il y a autour de la faune sauvage captive, un peu comme pour les cirques et les zoos. Et sachant qu'il y a beaucoup de mortalité dans ces captures-là, entre les poissons qu'on capture et ceux qui arrivent vraiment jusque dans les aquariums des aquariophiles, il y a des questions de ce qu'on appelle d'hypertypage, c'est-à-dire de sélection génétique à outrance qui sont pas faites dans l'intérêt des animaux, ce qu'on peut voir comme les poissons rouges, j'ai oublié le nom de cette variété, avec les yeux sélectionnés, enfin c'est une aberration de faire ce genre de choses, c'est absolument pas dans l'intérêt des animaux, ça pose tout un tas de problèmes. Et en plus de ça, bien souvent, on leur fournit des conditions de vie inadaptées, comme le fameux bocal à poisson rouge, qui est vraiment un mouroir, quoi. Par contre, pour l'aquariophilie, du coup, il n'y a pas énormément d'individus comparé à d'autres domaines d'utilisation. Par contre, personnellement, je pense que ça devrait quand même susciter de l'intérêt parce que je pense qu'il y a peut-être un potentiel d'amélioration plus facile que pour d'autres questions parce que ils ont le statut d'animaux de compagnie, ces poissons-là. Généralement, il y a plus de considération sociétale pour les intérêts des animaux de compagnie. Le dernier domaine d'utilisation, c'est l'expérimentation animale. On ne sait pas forcément, mais en fait les poissons c'est le deuxième modèle d'expérimentation le plus utilisé après les rongeurs de manière générale. Au niveau de l'Union européenne, ce serait à peu près 1,2 million de poissons, du coup 13% des animaux utilisés. En France, ce serait 256 000 pour 22% des animaux utilisés. Royaume-Uni, 544 000, 16%. Et en Suède, les statistiques, c'est entre 4 et 6 millions par an. Et la raison pour laquelle en Suède c'est autant, sachant qu'en Suède c'est les premiers animaux utilisés, c'est parce que la Suède, dans la manière dont elle fait ses statistiques, elle inclut les poissons utilisés pour la pêche scientifique dans ses statistiques, ce que ne font pas la plupart des autres pays.
Et c'est-à-dire que ce que j'appelle les pêches scientifiques, c'est les pêches de poissons qui sont faites dans l'objectif d'évaluer les stocks de poissons pour faire les recommandations de quotas pour la pêche. Et en fait, si on prend en compte cette utilisation-là, il y a fort à parier que les poissons, c'est également les premiers animaux utilisés à des fins scientifiques dans le monde. Même si, enfin voilà, ça reste important, même si c'est des ordres de grandeur très inférieurs à l'aquaculture et la pêche commerciale. Il y a plusieurs associations qui travaillent sur la question des animaux aquatiques. Il y a plusieurs organisations issues de l'altruisme efficace, notamment Fish Welfare Initiative, qui essayent de travailler avec des producteurs, particulièrement en Asie, en particulier en Inde, pour essayer de pousser certains standards d'amélioration des conditions d'élevage. Il y a l'Aquatic Life Institute, dont je vais pas parler parce que c'est Amandine qui va vous le présenter ensuite, qui a créé une coalition internationale qu'on appelle l'Aquatic Animal Alliance, pareil que je laisserai Amandine et William présenter. Il y a l'organisation Rethink Priorities, qui est l'organisation à l'origine des estimations sur d'un nombre d'individus autour des pratiques de pêche de loisirs et de repeuplement. Il y a l'entreprise Finless Foods qui essaye de développer du poisson produit à partir de techniques d'agriculture cellulaire pour essayer de concurrencer la pêche et l'aquaculture sans tuer d'animaux. Il y a l'Open Philanthropy Project qui a subventionné d'organisations animalistes qui travaillent sur les questions d'aquaculture et également de la recherche scientifique pour améliorer le bien-être des poissons. Il y a le Good Food Institute qui travaille également au développement et à la promotion des alternatives végétales et à base d'agriculture cellulaire pour les produits alimentaires à base de poissons et de crustacés. Et le dernier en date, c'est l'organisation Shrimp Welfare Project, qui, elle, veut s'intéresser spécifiquement à l'amélioration des conditions d'élevage des crevettes en Asie du Sud-Est. Il y a plusieurs associations étrangères qui travaillent sur cette question. L'association qui travaille depuis le plus longtemps dans le monde sur le bien-être animal en pisciculture, c'est l'organisation Fairfish en Suisse. Ce qui peut être un peu étonnant puisque la Suisse c'est pas du tout un gros producteur piscicole. Et eux, ils ont beaucoup œuvré en particulier au développement de la recherche scientifique. Et ils sont très proches d'une autre association qu'ils ont un peu co-créée qui s'appelle la Fischeto Group Association, qui est un peu travaille au développement de la recherche scientifique sur ces questions-là et la communication entre la recherche et les professionnels de la pisciculture sur le bien-être des poissons. Il y a Eurogroup for Animals, la coalition européenne d'associations de protection animale, qui travaille sur à la fois la pêche et l'aquaculture au niveau de l'Union européenne. Il y a l'organisation Fishcons, qui est l'organisation connue principalement pour ses estimations de nombre d'individus exploités dans la pêche et l'aquaculture. Et également pour avoir fait le tout premier rapport au monde sur les conditions d'abattage dans la pêche. Il y a la RSPCA au Royaume-Uni, c'est un peu la SPA britannique, mais un peu plus large, qui est la seule organisation au monde à avoir actuellement un cahier des charges, enfin labelling et un cahier des charges sur les conditions d'élevage des truites et des saumons en termes de bien-être et mal-être animal. Il y a Crustacean Compassion, qui est la seule organisation, en plus de Shrimp Welfare Project, focus sur la question des crustacés au Royaume-Uni. Il y a l'Albert Schweitzer Foundation qui travaille là-dessus en Allemagne. Il y a Acere Animali qui travaille sur la pisciculture en Italie. Il y a l'Alliance norvégienne de protection animale qui travaille aussi sur la pisciculture en Norvège, qui a une expérience particulière parce que, enfin, vu que la Norvège a une place spécifique concernant la pisciculture dans le monde, c'est une association qui s'y intéressait très tôt comparé aux autres associations animalistes, qui a une forte expertise sur ces questions-là. En Suisse, il y a Pour l'égalité animale et Protection suisse des animaux qui travaillent dessus. Pour l'égalité animale, ils sont plus côté abolitionniste et notamment font partie des créateurs de la journée mondiale pour la fin de la pêche. Aux États-Unis, il y a une petite association qui s'appelle Fishfield qui fait aussi plus de la sensibilisation. En Europe de l'Est, il y a une association qui travaille dessus aussi sur les élevages de carpes. Et au niveau international, Compassion Your Farming travaille aussi beaucoup dessus, en particulier sur l'aquaculture, en particulier au Royaume-Uni et en Écosse.
Et en France, les principales associations, c'est Wellfarm, qui travaille sur la question de la pisciculture, la LFDA qui travaille aussi sur la question de la pisciculture et de la pêche, et aussi de la pêche de loisirs et l'expérimentation animale, est plus tournée vers la réglementation, alors que Wellfarm, on est plus tourné vers les professionnels de la pisciculture. L214 a fait des enquêtes à la fois sur la pêche et sur la pisciculture. Paris Animosopolis travaille sur la pêche de loisirs, Amandine vous en parlera. L'Aquatic Life Institute a un bureau en France. Et la question aquatique, du coup, c'est l'association qui gère la journée mondiale pour la fin de la pêche, qui est d'ailleurs gérée par Mathaï et Léa, qui sont tous les deux sympathisants altruisme efficace. Je vous remercie de votre attention et merci à l'équipe d'AEF pour avoir organisé cette présentation. Je laisse jeter un coup d'œil à ma bibliographie et je laisse la parole à Amandine et à William pour la suite de cette présentation. Bonjour à tous, merci de venir à cet événement consacré aux animaux aquatiques. Comme le disait Gauthier, c'est un sujet très négligé, mais ça fait plaisir que vous soyez là. Vous le négligez pas, donc c'est très bien, c'est un bon début. Donc alors notre présentation aujourd'hui, c'est un peu sur notre travail à l'Aquatic Life Institute et les tactiques qu'on utilise pour essayer d'améliorer la condition de vie des animaux aquatiques. Alors, vous aurez la présentation au début par moi, William, qui suis le fondateur de l'Aquatic Life Institute. Et ensuite, vous aurez la chance d'entendre Amandine deux fois, qui a deux casquettes. D'une part, en tant que directrice de l'Aquatic Life Institute en Europe. Et ensuite, pour la présentation suivante, en tant que fondatrice et directrice de Paris Animosopolis. Alors, avant de commencer, je vais peut-être vous donner un petit mot sur mon parcours, parce que je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc, alors moi, j'avais étudié à l'école polytechnique. J'étais la promo 2007. Et donc à l'époque, je m'étais posé un peu les questions typiques d'altruisme efficace, en fait, 5 ans avant que le mouvement commence, et finalement en atteignant des conclusions très similaires. Je m'étais dit on a la chance de pouvoir prendre différentes carrières après Polytechnique. Quelles seraient les carrières où je pourrais avoir le plus d'impact? Donc à l'époque, je me disais soit je pourrais rejoindre une association à l'issue de mes études, soit je pourrais peut-être aller en conseil et ensuite rejoindre une association un peu plus tard pour essayer à rendre des associations plus efficaces. Ou je pourrais partir en finance et essayer de faire ce qui ensuite a été baptisé Earning to Give, d'essayer de donner une partie de mon salaire tous les ans à différentes associations caritatives. Donc j'avais fait une année de césure, j'étais allé à New York en me disant à New York j'aurais une meilleure carrière, donc j'aurais plus d'impact. J'avais fait la moitié chez McKinsey en consulting et ensuite l'autre moitié à la BNP en trading et j'ai choisi ensuite de faire une carrière en trading. Donc ça nous amène ensuite à ma carrière à New York. Donc j'avais commencé comme trader en banque, puis maintenant dans un hedge fund. Et ensuite, pendant des années, j'étais tout simplement donneur. Donc le 31 décembre, je faisais un virement d'une partie de mon salaire et c'était à peu près tout. Donc assez vite, moi j'étais très agnostique en ce qui concerne les cause areas, mais assez vite, je me suis dit si on regarde les nombres, c'est assez clair. Enfin, c'est complètement clair pour moi que les animaux sont sentients, qui peuvent souffrir. Alors après, on pourrait faire des modèles, se dire quelle est la valeur de morale d'un animal comparé à celle d'un humain. On peut dire que c'est un peu moins, mais il y en a tellement plus qui souffrent et on peut faire tellement plus de bien avec les associations animales simplement parce qu'elles sont très négligées que j'avais décidé de me concentrer principalement sur le factory farm, les associations consacrées aux animaux d'élevage. Donc pendant des années, je donnais à des associations comme équivalentes à L214, qui combattaient l'élevage en batterie, par exemple, pour les poulets. Mais assez vite, en regardant le mouvement, j'ai découvert les stats que Gauthier nous a partagés, qui est qu'en fait, il y a beaucoup plus d'animaux aquatiques élevés que de tous les autres animaux d'élevage terrestres réunis. Donc voilà, encore une fois, les animaux terrestres, c'est à peu près 70 milliards d'animaux terrestres par an. Les animaux aquatiques, on parle d'à peu près 100 milliards d'animaux aquatiques élevés par an, plus 2 à 3 trilliards d'animaux sauvages. Donc, le scope était beaucoup plus large et c'était complètement négligé dans le mouvement. Donc c'est ça qui m'a mené, long story short, à finalement créer l'Aquatic Life Institute, comme j'avais vu que c'était assez négligé dans le mouvement. Donc j'ai démarré le projet en 2019 et finalement c'est un peu un des silver linings de Covid. C'est grâce à Covid en 2020 que les choses ont vraiment pu ramp up, tout simplement parce que comme à notre travail ils nous ont renvoyé à la maison, ça m'a permis de me consacrer à plein temps à l'Aquatic Life Institute sans que mon manager s'en rende compte. Ah zut, on va être sur YouTube maintenant, tout le monde le sait. Hello manager. Et d'ailleurs je suis au boulot là en ce moment. Et ça m'a permis de grossir là et d'embaucher des gens talentueux comme Amandine et d'avoir tous les résultats qu'on a eu. Donc en termes de la stratégie des LI, donc c'était vraiment basé sur les principes d'altruisme efficace. Donc vraiment essayer de faire le plus de bien possible, spécialisé sur les animaux aquatiques.
basé sur la science et surtout avec une démarche collaborative. Donc, nos principaux axes de travail, un des catalystes aussi pour la fondation DLI, c'était que Open Philanthropy avait donné des grants à quelques labels internationaux pour créer les premiers welfare standards pour les poissons. Donc, comme Gauthier l'a mentionné, RSPCA, cette non-profit anglaise, avait un welfare standard pour les poissons. Tous les autres labels étaient tous basés sur la sustainability, mais n'avaient aucune considération de bien-être de poissons. Donc, Open Philanthropy a donné cette grant, mais avec l'understanding qu'il n'influencerait pas l'outcome du choix de standard. Et donc, j'avais vu ça comme un point pivotal dans l'histoire du mouvement pour les animaux aquatiques. Parce que soit, en fait, on restait sur les sidelines, et là, le risque principal était tout simplement que les gens ne pousseraient pas les labels à être aussi efficaces que possible ou ambitieux que possible. Et dans ce cas-là, non seulement ce serait pas très bien pour les poissons qui sont certifiés, mais également pour le futur du mouvement. Ça voudrait dire qu'à l'avenir, lorsqu'on essaierait de lancer des campagnes, ça deviendrait très difficile parce que si on demandait plus que ce que les labels vont mettre, ce serait facile après pour les entreprises et les personnes sur lesquelles on exerce de la pression de nous dire ah mais pourtant regardez ces labels nous disent que c'est humane, donc pourquoi est-ce que vous nous demandez plus? Ça doit déjà être très bien comme c'est. Et à l'inverse, si on arrivait à les convaincre, voilà, ce serait vraiment très helpful pour le mouvement. Donc, on a décidé de se concentrer tout d'abord sur ces labels pour pousser, faire une campagne contre avec les labels pour les encourager à avoir un premier standard le plus ambitieux possible. Et ensuite, par-dessus, on a décidé aussi de se lancer un petit peu dans le lobbying. Donc, alors avec la politique européenne, et Amandine a l'idée, elle aille là-dessus, avec plein de résultats très prometteurs déjà. Et aussi avec les institutions internationales. Donc, en particulier, on en parlera un petit peu après, mais on a eu des résultats très prometteurs avec les Nations Unies l'année dernière. Et comme on le mentionnait avec nos autres axes, un des points fondamentaux, c'était de faire tout ce travail par coalition. On se disait que c'était aussi une grosse opportunité pour le mouvement d'apprendre les leçons des combats pour les poulets contre les battery cages. Encore une fois, très bon travail qui a été fait avant, mais des choses qui s'étaient passées par avant, c'est par exemple s'il y avait différentes associations qui demandaient différentes choses à des entreprises, et ben là ça rendait le résultat collectif beaucoup plus difficile, parce que c'était facile après pour une entreprise de dire ah ben vous me demandez ça, mais cette autre assoce nous demande un peu moins, et finalement ça crée un peu un nivellement par le bas. Et ensuite c'est grâce à ça que après The Humane League avait créé l'Open Wing Alliance, dont fait partie L214, qui ensuite avait réussi à coordonner toutes les associations. Donc avec ALI, on s'était dit faisons ça dès le début, avant même que les campagnes commencent, rassemblons toutes les organisations dans une coalition qu'on a appelée l'Aquatic Animal Alliance, et ensuite, comme on le mentionne après le dernier point, en utilisant toute la recherche avec l'optique effective altruism pour se dire quelles sont les demandes qu'on devrait faire des entreprises, qu'est-ce qui serait le plus efficace. Alors après, en termes de recherche, par exemple, donc on peut mentionner certains des rapports qu'on avait publiés ces dernières années. Le premier, en réponse aux commentaires d'Axel, merci pour ton commentaire Axel, c'était sur le blue loss. Donc en fait, les estimations sont qu'à peu près entre 2 à 3 trilliards de poissons sauvages sont tués tous les ans. Et notre estimation, c'est qu'il y a à peu près 1,2 trilliard de ces poissons qui sont utilisés seulement pour être nourris à d'autres poissons d'élevage. En majorité pour être nourris à des poissons d'élevage, aussi une partie pour être nourris aussi parfois à des poulets ou à des cochons, etc. Et donc, quand on voit ces chiffres-là, c'est vrai que c'est assez choquant de se dire, bon, on va tuer 1,2 trilliard d'individus pour ensuite donner à nourrir aux 100 milliards d'individus qui sont torturés dans leur ferme, et ensuite après juste pour le consommateur. On avait aussi créé notre rapport sur les recommandations clés sur le bien-être des animaux aquatiques en aquaculture. Donc pour ce rapport, on avait vraiment utilisé la lens effective altruism. Donc c'est pour ça que par exemple nos 5 critères sur lesquels on encourage. Donc il y a la qualité de l'eau que Gauthier avait mentionné par exemple dans le cadre de FWI, Fish Welfare Initiative. Il y a également la densité. Donc parce que les poissons ont l'habitude de naviguer des milliers de miles et à la place ils sont tenus dans un petit bac de peut-être de 5 mètres de large ou 10 mètres de large qui sont beaucoup trop petits pour eux. Il y a également le concept de l'enrichissement environnemental, donc c'est-à-dire au lieu d'être dans un bac en béton, avoir par exemple peut-être un petit peu de sable au fond ou avoir des éléments qui leur rappellent un milieu plus naturel. Il y a également le concept de stunning and slaughter, donc voilà, d'étourdir les poissons au moment de l'abattage. Et enfin, il y a la feed composition qui après est liée à cette histoire de Blue Loss Report, de dire essayons d'une part de tuer moins de poissons sauvages pour donner à manger aux poissons d'élevage, mais aussi de façon cruciale, et là encore merci Gauthier de l'avoir mentionné, pour éviter d'utiliser des insectes
dans l'élevage des poissons, ce qui serait une catastrophe. Ensuite, on a fait un rapport similaire pour le Wild Capture Fisheries. On a fait un rapport pour le benefit de Aquatic Animal Welfare pour la sustainability, parce que bon, malheureusement, la plupart des gens, ils s'en fichent de l'animal welfare. Donc, j'essaie de travailler avec ce à quoi les gens s'intéressent. Maintenant, pour revenir un petit peu à notre stratégie, alors on avait créé ce petit pictogramme pour expliquer pourquoi on se concentrait sur les labels. Tout simplement parce que si on veut convaincre 6 milliards d'individus de changer leur habitude, ou 8 milliards de consommateurs, ça dépend combien on mange, c'est très très difficile de convaincre chaque personne. De l'autre côté, si on regarde les producteurs, ils ont des grosses incentives de coûts, de profit et des competitive incentives qui rendent l'innovation très difficile. Ensuite, si on regarde les retailers directement, ça a été une approche très productive pour les poulets en batterie. Voilà, si on a un as très précis, par exemple le cage-free, et des poulets qui sont pas élevés en batterie, ou là quand on a déjà la supply chain qui est présente, on arrive à faire une campagne contre une grosse entreprise et à convaincre une entreprise de changer sa source d'approvisionnement. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises et c'est quand même beaucoup de travail. Et dans le cas des poissons, c'est un petit peu plus difficile parce que la source d'approvisionnement est très globale, très complexe et il n'y avait pas encore forcément beaucoup de producteurs qui, pour l'instant, avaient des conditions qui nous plaisaient beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur les labels, les certifiers, parce que c'est un marché très concentré. On a, disons, une vingtaine de labels qui détiennent une très grosse partie de la part de marché. Donc, on s'était dit, si jamais on arrive à convaincre ces quelques labels de changer leurs standards, on pourra avoir un énorme effet sur the entire supply chain. Et en tippy top de la pyramide, on avait aussi mis les Nations Unies et les gouvernements, ce qui serait aussi très, très excitant. Alors, en termes de notre stratégie, là j'essaie d'être mindful du temps aussi, notre approche a été de travailler avec différents certifiers et à chaque fois de leur écrire des feedbacks, soumettre ces feedbacks pas juste on behalf of the Aquatic Life Institute, mais on behalf de notre coalition. Et maintenant, on a plus d'une centaine d'organisations dans 55 pays. Donc, à chaque fois qu'on soumet un feedback, le feedback est pris plus au sérieux. Et ensuite, d'essayer aussi de faire du soft and hard lobbying un peu behind the scene en créant des relations avec les personnes qui travaillent à ce certifier et essayer de les convaincre de pourquoi on aimerait qu'ils améliorent un petit peu leurs standards proposés. Donc, on a soumis beaucoup de feedback au cours des années écoulées. Et on a déjà réussi d'avoir 5 des plus gros certifiers qui ont inclus notre feedback. Donc, il y avait Global Gap, Best Aquaculture Practice, Aquatic Stewardship Council, Global Animal Partnership. Il y a aussi RSPCA, donc c'est pas encore tout à fait public, mais ils ont pris l'engagement de reconsidérer et d'ajouter l'enrichissement environnemental dans leurs standards et aussi de reconsidérer les critères de feed composition à horizon 12 mois. Et aussi World Benchmarking Alliance, qui est aussi un plus petit label. Donc cette approche finalement a été beaucoup plus productive que ce que j'imaginais. Pour être honnête, quand j'ai démarré l'Aquatic Life Institute, je me disais si on arrive à convaincre juste un seul certifier, ce sera déjà très bien parce que chaque certifier représente une très grosse part de marché mais je n'imaginais pas qu'on arriverait à en convaincre autant. Mais ça n'était pas tout, parce que comme on l'a mentionné, en fait, on était aussi très intéressé par tout ce qui était lobbying et policy. Donc, l'une des victoires qui nous a vraiment fait plaisir, c'était avec les Nations Unies. Donc, pour moi, c'était un peu un item où on se disait peut-être qu'à horizon 5 ans, on arrivera à convaincre les Nations Unies de changer leur position sur l'aquatic animal welfare, qui pour l'instant était inexistante. Et donc, en fait, toutes les décennies, ils revoient leur Sustainable Aquaculture Guideline aux Nations Unies, le FAO, Food and Agriculture Office des Nations Unies. Et donc là, pour leur nouvelle Sustainable Aquaculture Guideline qu'ils ont publiée à horizon 2030, ils ont incorporé presque copier-coller un paragraphe qu'on avait fourni pour dire qu'il fallait aussi prioriser l'aquatic animal welfare, ce qui était très excitant. On était aussi la seule organisation qu'ils avaient invité à parler à leur conférence devant les représentants des différents gouvernements. Nous sommes aussi, grâce à Amandine maintenant, membres de l'Aquatic Advisory Council en Europe. Et sur ce, maintenant, je vais céder la parole à Amandine pour qu'elle vous parle un peu plus de son travail sur la législation. Merci tout le monde. Merci beaucoup, William. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup déjà pour cet événement consacré aux animaux aquatiques. Ça fait super plaisir. Donc, merci à l'association Altruisme Efficace France et aussi à Gauthier qui a un peu coordonné tout ça. Donc, merci beaucoup. Oui, donc je reprends un peu la suite là de la présentation de William. Donc, je m'occupe de la branche européenne de l'Aquatic Life Institute. Et donc, je me concentre plus sur la partie politique, alors que notre association travaille aussi, bien sûr, comme l'a dit William, sur les aspects aussi labels et d'autres axes internationaux. Donc, actuellement, on est un peu à un tournant puisque la Commission européenne a lancé la révision de la législation relative au bien-être animal.
donc c'est-à-dire tous les animaux qui sont élevés pour la consommation humaine. Et donc, cette révision, voilà, c'est quelque chose, c'est un processus qui est très long, qui dure plusieurs années, qui est ponctué de diverses consultations auxquelles tout le monde peut participer, les citoyens, les associations, les professionnels, etc., etc. Et donc, c'est vraiment important d'y participer et d'essayer d'influencer les mesures qui vont être prises. Parce que ça arrive, voilà, tous les, je crois, 10 ans, donc c'est important. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, il n'y a pas de législation spécifique aux animaux aquatiques en élevage pour limiter leur souffrance. Et donc, on se bat vraiment pour avoir ce type de législation qui soit vraiment adaptée aux animaux aquatiques et bien sûr adaptée à chaque espèce. Donc ça, c'était la dernière consultation donc, qui avait lieu en janvier, auquel on a participé. Donc je vous ai mis un exemple de commentaires qu'on a pu mettre. Cette consultation, donc, elle a été, on a essayé de mobiliser de nombreuses associations, à la fois pour avoir un maximum d'États membres de l'Union européenne qui participent, parce qu'on se rend compte évidemment que sur ces consultations-là, c'est souvent les pays d'Europe de l'Ouest qui participent. Là, on a réussi à mobiliser, voilà, plein de pays différents, la Croatie, la Lettonie, enfin, etc., etc. Et donc, c'est important. Donc, juste pour vous expliquer, donc nos revendications principales, c'est bien sûr d'avoir une législation spécifique relative au bien-être animal en élevage sur les animaux aquatiques. Donc, quand on parle d'animaux aquatiques, il y a bien sûr les poissons, il y a également les crustacés qu'on a tendance beaucoup à oublier, mais donc comme Gauthier l'a aussi dit, donc les crevettes qui sont des tout petits animaux et qui souffrent beaucoup. Je rappelle qu'il y a une étude là qui a été sortie par la London School of Economics qui a rappelé la sentience à la fois des céphalopodes et des crustacés décapodes, donc qui concerne les crabes, etc. Et donc dans notre demande, donc on demande une législation pour toutes ces espèces sur lesquelles il y a un consensus sur la sentience, et on demande, alors j'y reviendrai après, mais bien sûr l'interdiction de l'élevage de céphalopodes, donc des pieuvres, des poulpes, etc., avant qu'ils ne puissent s'installer au sein de l'Union européenne. On aimerait également qu'il y ait un commissaire européen en charge du bien-être animal, puisque aujourd'hui ce n'est pas encore le cas, et ça serait important en termes d'outils de gouvernance, comme on demande par exemple un ministère pour la condition animale. Alors sur la question spécifique des céphalopodes, qui est un peu particulière, puisque aujourd'hui on est vraiment à un tournant, puisque dans le monde il n'y a pas d'élevage de ce type d'animaux sur lesquels on sait qu'ils ressentent la sentience, enfin qu'ils ressentent la souffrance, pardon. Et donc il y a un projet d'élevage aux îles Canaries qui est assez qui est assez sérieux, puisque c'est une multinationale qui a investi beaucoup d'argent. Et donc, voilà, on a demandé que l'Union européenne donc interdise ce type d'élevage dès que possible, avant qu'il ne puisse s'installer, puisqu'après, on le sait, une fois qu'une pratique est installée, c'est très compliqué d'y revenir en arrière. On a également saisi l'occasion sur le fait que la France est à la présidence du Conseil de l'Europe. Et donc, dans ce cadre, on a organisé un événement avec la députée européenne Caroline Rose, où des membres de la Commission européenne, du Parlement européen et puis le grand public étaient invités pour essayer de marquer le coup là-dessus. On a également publié une tribune dans Le Monde pour essayer de mettre le sujet à l'ordre du jour. Cette tribune qui nous a permis ensuite de l'envoyer au ministère de l'Agriculture et qui nous a répondu en nous posant des questions très spécifiques, etc. Donc le sujet commence à pousser, sachant qu'il y a des mobilisations aussi qui sont organisées partout dans le monde sur cette question. Il y a France Inter qui a également consacré une émission spécialement à cette question-là, où Ludovic Dickel, donc, qui est un chercheur sur les pieuvres, était interviewé, ainsi que moi-même. Et donc, donc on voit que la presse commence à s'y intéresser et c'est très bon signe. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fini ma présentation sur cette question de l'Aquatic Life Institute et de la politique européenne et de notre travail. Et puis, je crois que je vais enchaîner directement sur donc ce que nous essayons de faire avec Paz. Alors donc avec l'association Paz Paris Animosopolis, donc je vais vous présenter les campagnes qui sont donc centrées sur la question des poissons.
Alors, on s'intéresse uniquement à la question de la pêche de loisir, donc tous les animaux qui sont utilisés, donc piégés, blessés et tués pour le divertissement. On fait face à plusieurs défis. Hein. C'est que bien sûr, il faut encore et toujours rappeler que les poissons souffrent. On a encore certains pêcheurs qui tentent de contester ce fait, cette donnée scientifique. Évidemment, on fait face au fait qu'il y a une indifférence un peu sur la question des poissons et que notre rôle, c'est de le mettre à l'ordre du jour et d'essayer de faire couler de l'encre là-dessus pour arriver à créer de la compassion autour des poissons. On le sait, il y a 10-15 ans, la population française avait très peu de compassion sur la question des cochons, des poules, etc. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. Donc, on voit qu'on peut arriver à créer de la compassion à force d'en parler et de montrer des images. Notre grand défi aussi, il est qu'en France, c'est un des pays où il y a beaucoup, beaucoup de pêche de loisirs, du moins au sein de l'Union européenne, hein, parce que, bon, comparé aux États-Unis ou au Canada, il y en a encore plus, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de pêcheurs, plus que de chasseurs, par exemple. C'est une des fédérations les plus influentes en France. Et donc, on fait face évidemment à un lobby et également à une image, parce qu'on a une image comme ça un peu dans l'inconscient collectif culturel, une image romantique de la pêche à la ligne dans la nature, où finalement il n'y a pas d'armes, d'armes à feu, hein, puisque les hameçons sont des armes. Et donc voilà, donc ça c'est un peu ce sur quoi on essaye de contrer ce discours et ce récit pour essayer de changer de récit collectif. Alors là, je vais vous parler de nos deux grandes campagnes, sachant qu'on a aussi des procédures en justice en cours pour défendre les poissons, mais je ne vais pas trop en parler. Donc juste pour vous dire qu'il y en a deux qui sont en cours. Donc, nous avons attaqué la multinationale Lafarge en justice pour atteinte à l'habitat des poissons, puisque donc Lafarge a rejeté volontairement des déchets avec des microplastiques dans la Seine. Et donc, il y a eu plusieurs associations écologiques qui ont déposé plainte, mais uniquement sur l'aspect d'un point de vue environnemental. Et nous, on a été la seule association à saisir la justice sur l'aspect vraiment des poissons, de leur souffrance et de leur habitat. Et puis, on a également une procédure assez similaire sur la question du SIAP, qui est la plus grande usine de traitement de l'eau en Europe, en banlieue parisienne, et qui a donc tué des millions de poissons lors d'un accident industriel. Et donc, voilà, c'est une procédure qui date maintenant de 2-3 ans, donc je pense qu'on va avoir une audience assez rapidement. Et on est la seule association à avoir déposé plainte, alors que des millions et des millions de poissons sont morts. Et parce qu'ils sont morts par manque d'oxygène, et donc il n'y avait pas de pollution, chimique, finalement, ça n'a pas trop intéressé les associations écologiques. Donc voilà, donc ça, c'est des procédures que je vais mettre un peu de côté pour vous parler plus des campagnes vraiment relatives à la pêche de loisirs. Alors, la première campagne, c'est notre campagne qui vise à interdire la pêche à Paris. Donc, je rappelle qu'à Paris, on est dans une situation un peu particulière, puisqu'il est interdit de manger les poissons de la Seine et de l'Ourcq pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a du PCB, etc. Et pourtant, on a le droit de les pêcher. Donc ça, pour nous, ça a été un peu un déclic parce qu'on s'est dit que ça reflétait vraiment la façon dont on considérait les poissons. C'est-à-dire qu'on les considère vraiment comme des jouets, qu'on peut blesser, qu'on peut tuer, puisqu'on a le droit de les tuer, hein, alors qu'on ne peut pas les manger. Donc ça paraît totalement absurde d'un point de vue de la souffrance animale. Donc cette campagne, elle a fait quand même couler beaucoup d'encre. On l'a commencé en 2018. Donc, il y a eu des débats au Conseil de Paris. Malheureusement, l'interdiction n'a pas été encore adoptée. On a fait également des campagnes d'affichage. On a publié une tribune dans Science et Avenir, signée par plusieurs associations qu'on a réussi à rassembler. Dans le cadre également de l'élection municipale en 2020, on a communiqué largement et on a commandé une étude IFOP. Et on s'est rendu compte que 63% de la population parisienne était favorable à une interdiction de la pêche. Donc, il y a des candidats qui sont engagés sur ce sujet-là. Donc, voilà, donc ça, c'est une campagne qu'on continue. Et bien sûr, on organise régulièrement des mobilisations où il y a la presse qui couvre nos revendications. Et puis là, actuellement, notre campagne qui est la plus active, c'est bien sûr pour l'interdiction de la pêche au vif en France. Donc, Gauthier en a parlé. Donc, c'est une pratique qui consiste à utiliser un animal vertébré vivant comme appât, en général un poisson. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, on plante un hameçon dans le dos ou dans la bouche d'un poisson vivant.
on le jette à l'eau et donc il est censé attirer et piéger un poisson plus grand, donc typiquement un carnassier, type brochet, perche, etc. Donc, nous avons révélé des images de cette pratique en France, ce qui a permis d'avoir des entretiens avec le ministère de la Transition écologique, donc qu'on rencontre régulièrement depuis 2019 sur cette question. Et on voit que le discours commence un peu à évoluer. Nous avons participé à ce qu'il y ait plusieurs collectivités locales qui sont engagées pour demander l'interdiction auprès du gouvernement. Donc, ça a commencé par la métropole de Grenoble. Il y a eu la ville de Paris, Joinville-le-Pont, Carrières-sous-Poissy et d'autres communes plus petites aussi, donc qui ont adopté des vœux en conseil municipal et qui a permis de mettre cette question à l'ordre du jour, notamment avec des articles de presse. On a également commandé une étude à l'IFOP pour essayer de comprendre qui étaient les pêcheurs qui pêchaient au vif. Puisqu'en fait, on entend régulièrement que c'est des personnes âgées, que c'est dans les zones rurales, etc. On s'est rendu compte que tout ça, c'était vraiment des idées reçues et que malheureusement, la pêche au vif est répandue dans toutes les tranches d'âge et qu'il n'y a pas du tout d'écart significatif entre ce qu'on appelle les jeunes et ce qu'on appelle les personnes âgées. Et que ce n'était pas du tout une pratique rurale, puisqu'en fait, elle est plus pratiquée en Île-de-France que dans les zones rurales. Donc ça, c'est une étude qui nous sert beaucoup quand on a des questions des élus et qui veulent essayer de comprendre et qui aussi a révélé, bien sûr, que c'est une pratique qui est très, très méconnue en France et que notre plus gros défi, c'est de l'expliquer, en fait. Parce que quand on parle des cirques avec animaux, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde a une image en tête. Un tigre dans une cage, etc. Quand on parle de la pêche au vif, on fait face d'abord et avant tout à une méconnaissance, en fait. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'expliquer, réexpliquer, réexpliquer. Et c'est en cela que d'avoir des articles de presse, ça permet d'expliquer. Et d'ailleurs, les premières personnes à qui on l'explique, c'est les élus qui, bien souvent, ne le savent pas. Donc, on a publié plusieurs tribunes dans la presse. Il y a eu des questions écrites qui ont été déposées à l'Assemblée nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière réponse qui a été faite à la députée Aurore Berger, on a pu voir que le gouvernement reconnaissait clairement que les poissons souffraient et qu'il n'y avait pas de réglementation à ce jour pour limiter la souffrance des poissons dans la pêche de loisirs. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir par écrit, voilà, parce que ça montre une information qui est reconnue et qui est inacceptable. Donc voilà, je vous montre quelques manifestations qu'on a faites. On a aussi intervenu au Sénat lors d'un colloque pour parler spécifiquement de la pêche au vif. Ça, c'est un article dans Libération qui a vraiment couvert complètement ce sujet. Récemment, il y a un an, on a fait une vidéo pour expliquer la pêche au vif. Alors, attendez, ça marche, oui. Voilà, avec plusieurs associations de protection animale pour justement essayer vraiment de vulgariser la pratique et de montrer aussi qu'en fait, il y avait un consensus au sein du mouvement de la protection animale et que finalement, tout le monde voulait l'interdiction de la pêche au vif. Et ça permet de montrer que c'est un sujet qui fait consensus. Et donc ça, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur notre site. Donc ça, c'est une tribune qui a été publiée dans Le Monde et signée par des chercheurs, par des membres d'associations, pour essayer de mettre en avant cette question-là. Et puis cette semaine, on a donc annoncé qu'il y a une proposition de résolution qui a été non pas adoptée, dommage, mais qui a été publiée, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même le premier texte. Alors il n'est pas adopté, mais c'est quand même historique. Par exemple, sur la question des cirques, on a eu, je crois, 4 propositions de loi avant d'arriver à une loi. Donc on voit que c'est des étapes importantes et que peut-être qu'il en faudra 1, 2, 3, 4, 10. Mais je dirais qu'à chaque fois qu'on en a, on se rapproche d'une avancée historique. Donc, ce texte a été déposé par Pierre-Yves Bournazel avec d'autres élus de la majorité présidentielle. Et donc, voilà, donc ça nous paraît vraiment important. On a fait une vidéo avec lui pour qu'il explique sa démarche et pour aussi interpeller les candidates et candidats à l'élection présidentielle. Et donc, justement, je vais finir là-dessus. Sur l'élection présidentielle, on a fait une charte par thématique, et on est la seule association à avoir fait des mesures concrètes sur la question des poissons et de la pêche de loisirs. Donc voilà, je voulais juste vous balayer les principales propositions qu'on fait, qui pour nous donc constitueraient une réforme de la pêche de loisirs pour vraiment améliorer, faire reculer la souffrance des poissons, mais de manière significative. Donc il y a instauré un permis de pêche. Donc ça me paraît vraiment être important à souligner, c'est que
Aujourd'hui, en France, c'est une carte de pêche. Ça veut dire que vous, moi, qui n'avons aucune base en pêche, on peut aller dans un décathlon, dans un magasin de pêche sur Internet, acheter une carte, comme on achèterait un timbre. Donc, sans aucune formation, sans aucune base, en fait, et se mettre à pêcher. Donc, ce qu'on demande, c'est l'instauration d'un permis de pêche, comme c'est le cas en Allemagne, en Suisse. On a fait un article d'ailleurs là-dessus sur notre site Internet. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une formation théorique sur, par exemple, comment reconnaître une espèce, sur comment faire pour tuer le poisson le plus rapidement possible et pour limiter sa souffrance au maximum, etc., etc. Donc ça nous paraît être vraiment important et ça serait aussi, il ne faut pas se le cacher, une entrave pour les pêcheurs. Donc, on pourrait penser qu'il y aurait un lien avec le nombre de pêcheurs. Ensuite, ça a été évoqué par Gauthier, le rempoissonnement dans le but de pêcher, c'est-à-dire acheter des poissons d'élevage pour les balancer dans des lacs, dans des étangs, dans des rivières, pour les pêcher. Donc cette pratique-là, elle est scandaleuse, on souhaite qu'elle soit interdite. Samedi dernier, c'est l'ouverture de la pêche à la truite en France. Il y a des millions de truites qui ont été, pendant plusieurs semaines, achetées à des élevages pour les mettre à l'eau. Ce sont des animaux qui ne sont pas du tout adaptés à la vie en liberté et qui se font piéger et tuer extrêmement rapidement. Donc, c'est vraiment cruel. Ensuite, donc, ça, c'est le cas de Paris, mais il y a d'autres communes. Interdire la pêche de loisirs dans les zones où il est interdit de les consommer. Ça paraît être quand même assez basique si on considère un minimum les poissons. Interdire la pêche fluide, je l'ai dit. Et puis ensuite, c'est encadrer les outils, on va dire, de pêche, les accessoires de pêche qui blessent encore plus et qui font encore plus souffrir les poissons. Donc, on passe aux hameçons triples, aux hameçons à ardillons et notamment l'utilisation des gaffes. Donc, voilà. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site. Je vais vous mettre le lien et on a créé un outil où vous pouvez interpeller vous-même les candidates et candidats à l'élection présidentielle. Donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est important de leur dire que les poissons aussi comptent et qu'il n'y a pas que les animaux terrestres parce que pour le moment, ils ne sont pas trop engagés sur la question des poissons et on le regrette vivement. Et c'est là où on voit le décalage de prise de conscience, de considération. Par exemple, quand on a un candidat comme Yannick Jadot qui peut dire sans hésiter qu'il faut interdire la chasse le week-end, en parallèle, il va dire, quand on l'interroge, je crois que c'est sur TF1 ou sur BFM, qu'est-ce que vous pensez de la pêche de loisirs? Il va dire, je vois pas, il n'y a aucun problème. Ce sont des écologistes. Donc, on voit qu'on a un retard, clairement, sur la bataille culturelle pour les poissons et qu'il faut avancer là-dessus. Voilà. Merci beaucoup.